Bonjour à tous et bienvenue sur Vitamine Dev, votre capsule concentrée en code et en actu. Je suis Nicolas, passionné de technologie front-end et adepte d'Angular et je suis accompagné de mon complice Sylvain, développeur full stack et technophile. Ensemble, nous explorons régulièrement les tendances, les nouveautés et les grandes questions du monde du développement. Que vous soyez un développeur aguerri ou un curieux en quête de savoir, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à plonger avec nous dans les dernières actualités et à débattre des sujets qui façonnent notre métier. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et c'est parti pour un nouvel épisode de Vitamine Dev. Et on commence donc par les news. Et ces dernières semaines, énormément de choses. On a été obligé un petit peu de faire un filtre. Ce qu'on aurait pu, alors il y a eu autre que la Google I.O., Microsoft Build, par exemple la fuite en ce qui concerne le moteur de recherche Google. On a eu une flopée de news, la sortie d'Angular, etc., etc. On va se concentrer sur certains de ces éléments. On ne peut pas avoir une vue complètement exhaustive, mais en tout cas, on peut noter plusieurs éléments. Par exemple, la sortie de la version 7 de Symfony, la sortie de la version 8.5 de Gipster. Et ensuite, si on fait un focus sur les grands événements, il y a quand même eu la Google I.O. avec beaucoup de choses, comme à leur habitude, énormément de présentations, avec notamment, si on commence par Gemini, la présentation de Gemini 1.5 Flash. Donc là, c'est la version qui est un peu conçue pour être l'équilibre entre la qualité des résultats, la performance et le coût. Il y a aussi eu un grand focus sur Gemini Nano, qui là est plus prévu pour les appareils mobiles, donc faible temps de latence avec notion bien évidemment confidentialité des données, mais l'idée de pouvoir embarquer l'intelligence artificielle dans les devices un peu moins performants. Il y a eu aussi une présentation de Kotlin multiplateforme, d'un projet nommé IDX, donc d'un environnement de développement ouvert en bêta publique, également Firebase Jenkit. Donc là, c'est concrètement un nouveau cadre. Alors, on a parlé énormément, ils ont parlé énormément d'IA. Il n'y a pas de surprise. D'ailleurs, les différentes actualités du moment s'est tourné autour de l'IA. Et donc là, c'est un nouveau framework qui est en bêta pour Node.js et qui devrait bientôt arriver pour Go. Et ensuite, on a eu également Gemma, donc comme vous voyez, beaucoup de choses avec, donc on a évoqué Code Gemma, donc là, son nom, il porte plutôt bien son nom, donc c'est une variante de la famille des modèles Gemma, donc là qui est spécialisée dans la génération de code. Et Recurrent Gemma, qui est une autre variante, mais cette fois-ci plutôt récurrente, mais pour réseau de neurones récurrent. Et Polygema, donc là plutôt un modèle pour la vision, ainsi que Gemma 2, donc ils ont juste évoqué la prochaine génération donc, de modèles Gemma avec bien évidemment plus de performance, plus d'efficacité, etc. Et on a pu aussi avoir des éléments encore autour de l'API avec notamment la Speculation Rules API, et celle-ci elle est très intéressante et on l'avait évoqué ensemble Nicolas, à savoir la Speculation Rules. Donc l'idée est de prévoir ce que l'utilisateur va aller ensuite pour déjà précharger les éléments. C'est bien ça, Nicolas? C'est ça, c'est ça. Et comme il disait, le but, c'est de jouer sur les améliorations. On est sur la milliseconde, mais ça permet, oui, d'essayer de prédire l'arbre de navigation de quelqu'un dans une application pour précharger les possibles prochaines routes qui seraient susceptibles de visiter sans non plus toutes les charger. Donc, Ah, c'est ouais. basé sur de l'IA. Bon, je reste dans dans cette, on va dire, cette vision haut niveau de Google I.O., parce que sans ça, il y a eu énormément de choses, on ne peut pas vraiment rentrer dans le détail de chacun de ces sujets. Mais si on reste dans l'IA, il y a eu une autre grosse annonce, côté Mistral AI cette fois-ci, qui a sorti le 29 mai son modèle qui s'appelle Codestral. Bon, concrètement,
ça porte encore une fois bien son nom, c'est un modèle conçu plutôt pour la génération de code. Alors ils indiquent plutôt 80 langages de programmation. Alors en termes de performance, c'est quand même intéressant de noter qu'il fait, alors il faut toujours prendre avec des pincettes les classements en termes d'IA, mais qu'il fait mieux que Code Llama 70B. Donc on est quand même sur un bon niveau de performance. Je ne sais pas si de votre côté vous avez eu l'occasion de l'utiliser, mais n'hésitez pas. J'ai très rapidement regardé ça et il semble donner des résultats vraiment très très intéressants. Et je sais que de ton côté, Nicolas, tu as aussi été très intéressé par notamment la Microsoft Build qui a eu lieu aussi il y a quelques jours. C'est ça, un peu on va dire la réponse du géant Microsoft au géant Google, avec pas mal d'annonces, pareil, c'est dans l'air du temps, autour de l'IA. Microsoft a introduit une toute nouvelle catégorie de PC, qui n'avait pas forcément d'équivalent avant, et qui s'appelle chez eux les Copilot PC. Donc Copilot, de leur nom, de leur assistant initialement de code, mais qui va s'intégrer en profondeur dans l'OS au final de l'ordinateur pour gérer un ensemble de tâches. On pourrait parler de Recall, leur système qui permet de se souvenir, entre guillemets, de ce qu'on fait sur notre ordinateur, qui a déjà suscité quelques petits problèmes de vie privée. On a pu voir pas mal de choses déjà possiblement émerger Oui. sur le sujet. Effectivement, ouais. Ouais. Et du coup, toujours dans l'IA, alors on a parlé avec Recall et nos Copilot PC, Microsoft a quand même signé un énorme partenariat stratégique avec OpenAI pour apporter les derniers modèles de GPT-4 sur les services Azure, Azure AI. Donc on va pouvoir les utiliser dans nos développements d'applications et avoir peut-être des nouveautés qui vont venir par la suite s'implémenter là-dessus avec un beau partenariat qui va amener, j'espère, de belles choses pour nous et la créativité qu'on peut faire avec. Une mise à dispo aussi d'Azure AI Studio qui fournit un environnement de développement de bout en bout pour la création, l'entraînement et l'affinage des modèles d'IA. Donc là, on est sur la partie d'avant. Microsoft travaille sur toute cette partie-là également. On peut noter l'introduction de Copilot Studio qui permet aux entreprises de personnaliser les flux de travail et les processus d'IA de Teams Copilot et qui étend les fonctionnalités de Copilot aux environnements collaboratifs d'équipe. Donc très intéressant. Complètement, oui. Donc, très orienté, en fin de compte, amélioration de l'ensemble des outils qui existent déjà. Hein. Ils ont vraiment porté, ils ont essayé d'aller plus loin et d'intégrer l'IA dans leurs autres plateformes, en fin de compte. Exactement. Ils ont essayé d'aller plus loin sur les choses qu'ils faisaient déjà en prenant ce virage de l'IA. Une nouvelle version de .NET 9 en Preview 4 qui met l'accent sur les améliorations de performance, les capacités multiplateformes et la gestion améliorée de la mémoire. Donc, le plateforme .NET, ce qui a un peu fait la renommée de Microsoft dans le développement et qui marche quand même très très bien de nos jours pour ça. Et on peut noter un dernier partenariat qui n'est pas des moindres et qui est plutôt très intelligent avec celui qui a été monté avec OpenAI. C'est le partenariat qu'ils ont monté avec NVIDIA et AMD qui a été mis en avant lors de cette Microsoft Build pour principalement le matériel. Le matériel, on parle des GPU NVIDIA H200 et Blackwell. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails là-dessus, mais ce sont du hardware qui va permettre quand même surtout d'être orienté IA et donc très axé sur les performances. C'est ça, aujourd'hui, c'est simple, hein, il n'y a rien de mieux sur le marché. Donc, c'est vraiment, c'est très fort. Et si justement vous voulez aller plus loin avec le H200, justement, il y a une très bonne vidéo, je trouve, de Cocadmin, donc vous le connaissez peut-être, c'est un YouTuber qui a fait une vidéo vraiment très intéressante pour montrer en quoi c'est vraiment, on peut presque parler de révolution dans le domaine. Je conseille pour ceux qui veulent aller voir, d'aller voir une photo de la bête, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent aussi, visuellement à voir. Et pour glisser un petit peu, on parle d'NVIDIA. NVIDIA, avec ses nouveaux marchés de l'IA qui montent, on peut aussi noter du coup une première assez importante, la valorisation d'NVIDIA, qui est quand même montée à 2600 milliards, ce qui inscrit un record historique au Nasdaq.
il surpasse sa valorisation totale des sociétés du CAC 40 françaises quand même. Donc c'est quand même quelque chose faramineux, c'est assez incroyable. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour montrer cette croissance qui a été en même temps que l'IA vraiment exponentielle, depuis 2022, le cours de l'action d'NVIDIA a évolué de 750%. Donc, grandement C'est poussé, oui, par l'évolution de l'IA et de hardware spécifique. juste ça. Voilà, juste, effectivement. J'aurais bien mis une bille dessus en 2022. Voilà, on n'a pas plus de news à vous partager. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'était touffu, c'était mal. velu. Mais en même temps, on ne pouvait pas passer à côté de ces deux gros événements que sont la Microsoft Build et la Google I.O. Exactement. Alors, il y a eu aussi un autre élément très très important, c'est la sortie d'Angular 18. Et justement, eh bien, on va aller un peu plus loin ensemble dans la seconde partie de ce podcast. Et donc, comme nous le disions, effectivement, la sortie maintenant, il y a une dizaine de jours, d'Angular 18 qui apporte énormément de nouveautés. Et justement, Nicolas, tu as eu le temps d'y toucher un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, j'ai essayé d'y toucher un petit peu. Alors, il y a pas mal de choses dans cette version, beaucoup de choses qui vont être encore en preview, mais on a des choses intéressantes. Moi, je mettrais un focus quand même sur tout ce qui est l'optimisation des rendus. On a un gros sujet qui est arrivé sur la table depuis quelques années avec les versions précédentes. On a le server-side rendering. Et depuis cette nouvelle version d'Angular 18, on a tout ce principe d'hydratation de nos vues qui est arrivé. Alors, je vais quand même expliquer un petit peu pour nos auditeurs qui savent peut-être pas ce que c'est. Donc, le server-side rendering, c'est le principe où notre application, pour gagner du temps de rendu, puisque c'est ce qui prend du temps à un device client, de recevoir notre code JS, nos HTML, de calculer quels composants doivent être affichés et de faire les modifications de DOM dès le début de notre application. Là, on va déléguer toute cette partie à notre serveur. Donc notre serveur va faire ce que normalement notre client fait initialement. Il va déjà nous envoyer un HTML qui est visuellement conforme à la page qu'on a demandée, et donc il va contenir toutes les balises des composants qu'on a demandé. Donc on gagne un temps assez fou, on est sur des fois presque des chargements instantanés de la première page de notre application. Mais pour ceux qui arrivent à réfléchir assez vite, ils ont peut-être déjà spoté le problème que moi je n'avais pas spoté initialement, c'est qu'effectivement en faisant ça, le problème c'est qu'on ne reçoit que le HTML. Et donc notre application, on n'a pas eu le temps de là, recevoir on le le voit. JavaScript encore, effectivement. Et voilà, et on peut pas interagir avec. Donc c'est là qu'arrive le principe d'hydratation, puisque le JS est plus lourd, il arrive après. Et Angular nous met ça. Alors c'est pas que Angular qui l'a inventé, mais ça existe, mais ils viennent de l'implémenter vraiment. Le principe d'hydratation, notre JS arrive et il va faire une comparaison de DOM entre ce qu'il aurait dû créer et ce qui a été reçu déjà en rendu côté serveur, pour nous mettre face à face vraiment les fonctions d'interaction qui permettent, quand on tape sur notre input et qu'on écrit du texte dedans, que ça fasse ce qu'on avait prévu. Mais ça arrive dans un deuxième temps. Donc cette hydratation, c'est quelque chose d'assez nouveau qui arrive. Ce qui arrive surtout dans ce Angular 18 avec ce principe d'hydratation qui mêle avec les balises differ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les Angular 17 a été introduit la balise differ avec le control flow, dont on parlera sûrement après, Sylvain, qui permet de charger au moment où un élément rentre dans le champ visuel de l'application. C'est à ce moment-là qu'on va charger ce qu'on a dans la balise differ. Ça peut être des composants, des images, une vidéo, tout ce qu'on veut. Et bien dans Angular 18, l'hydratation va même jusqu'à la balise differ maintenant. Alors c'est en preview, c'est ce qu'ils appellent l'hydratation partielle. Ça nous permet d'avoir une première page qui n'est rendue côté serveur que partiellement hydratée par la suite avec les composants qui ne sont pas dans une balise differ. Et au moment où la balise differ arrive dans le viewport, visuellement est affichée, à ce moment-là, on hydrate juste cette partie-là du DOM. Et ça n'a l'air de rien, mais pour les performances de nos applications sur des petits devices, ça change quand même tout. Ouais, d'accord, mais alors effectivement, mais alors qu'est-ce qui se passe par exemple si, tu le disais tout à l'heure, on a des chargements quasi immédiats, mais on tombe face à un utilisateur que je nommerais le clicker fou,
qui se met à cliquer sur un bouton, il voit qu'il ne se passe rien et il se met à cliquer un peu partout. Comment Angular s'en sort? J'ai cru comprendre qu'ils avaient aussi implémenté quelque chose pour résoudre ça. Oui, 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 mais tu fais bien d'en parler. C'est aussi quelque chose d'autre où on peut ne pas y penser initialement, mais effectivement, le clicker fou, comme on peut l'appeler, qui clique avant que son application soit hydratée, tous ces clics sont perdus, puisqu'on n'a pas le JS, c'est juste du HTML, tout est perdu. Et bien Angular a implémenté l'event replay. Donc avec l'event replay, tous les événements qui interviennent sur notre application avant que les composants soient hydratés sont replay, réexécutés pour que après l'hydratation, on puisse quand même récupérer tout ce qui s'est passé et faire vivre notre application sans perdre ce flot d'interaction qui sera arrivé entre ces deux moments. Donc c'est quelque chose de très bienvenu. Je crois qu'Event Replay, je ne sais pas Sylvain si tu avais l'info, je crois que c'est en preview, je ne suis pas sûr que ce soit Il me totalement semble aussi, encore... il y a beaucoup d'éléments en preview. Il me semble effectivement que c'est en preview, oui. Ouais, c'est ça. On Je vous crois aussi laissera que c'est en preview. contrôler vous-même, mais il me semble que c'est en preview. Exactement. Ce qu'on peut noter d'autre dans cette nouvelle version d'Angular, quelque chose qui a déjà été annoncé, que beaucoup de gens ont déjà avaient envie, c'est cet abandon de Zone.js. Ça y est, on peut enfin faire une application complètement zoneless et enlever ce polyfill qui peut être un peu lourd et cette Ouais. manière de détecter les changements. Alors justement, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est que Zone.js et à quoi il servait jusqu'à aujourd'hui. Alors même si, encore une fois, ceci c'est en preview, ce qu'on évoque, mais peut-être à quoi sert fondamentalement Zone.js. Ouais, Zone.js, il permettait en fait de savoir par rapport à un clic et une action qui arrive sur notre application, de connaître un petit peu l'endroit où ça s'est passé et de nous déclencher un peu la mise à jour de l'interface dans une SPA, une Single Page Application, en mettant à jour les composants par arbre ensuite. Suivant où ils sont, on fait descendre les interactions pour mettre à jour tous nos composants en dessous de ça. Effectivement, ça fait que plus on interagissait avec des éléments haut niveau sur une arborescence, plus on va dire notre application devait mouliner pour mettre à jour toute son interface, alors qu'on pouvait avoir des petites interactions. Alors c'était quand même très rapide et peut-être que quand vous avez déjà utilisé Angular, vous n'êtes pas rendu compte, mais en termes de nombre d'actions, enfin le code exécuté pour réussir à déterminer ça est quand même assez monstrueux. Et c'est justement pour ça qu'ils ont essayé de s'en passer et de trouver une autre solution. Ouais, c'est ça, c'était très gros, comme tu dis, ce que ça va permettre surtout pour les petites applications. On voit pas forcément le gain en performance, puisque c'était très bien optimisé, mais ce qu'on va voir, c'est surtout sur la taille des bundles, et donc on en revient à un peu cette hydratation de départ et ce server-side rendering. On va pouvoir diminuer en fait le coût de transfert réseau de notre première page applicative et donc gagner en interactivité sur la toute première arrivée de page. Et qui dit ça dit aussi du coup SOE pour certains dont c'est important. Oui, complètement. Et il y a aussi peut-être un autre élément que je voulais mettre en avant, et c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années, c'est pas spécifiquement pour Angular 18, mais il y a vraiment une belle simplification du framework Angular. Et, et c'est quelque chose qui était courant, je lisais fréquemment, ou j'entendais également quand je discutais avec certaines personnes qui avaient touché à d'anciennes versions d'Angular, c'était un peu la complexité et le nombre d'éléments qu'il fallait connaître, avoir en tête avant de commencer à pouvoir, on va dire, développer efficacement sur Angular. Et ben là, l'équipe, elle est vraiment en train de continuer cette simplification pour rentrer quand même très facilement et être rapidement, on va dire, je vais pas dire performant, mais en tout cas s'y retrouver le plus rapidement possible et pouvoir commencer à être productif. Je pense que tu partages, Nicolas, cette vision. Oui, complètement. C'est vrai qu'Angular souffrait un peu, on va dire, d'un défaut d'image pour une tranche des développeurs qui avaient vécu AngularJS ou et du Oui, coup on alors là, sait qui qu'il y était, a un gros défaut d'image. mais voilà,
il y a Angular, effectivement, dans le terme, ça ne ressemble pas à grand-chose C'est à ça. Angular, tout court, mais oui, oui, effectivement. Et ouais, il y a eu un gros défaut d'image et depuis je dirais qu'on ressent ça vraiment depuis la 17. Il y a eu un gros changement avec la syntaxe en control flow qui est d'ailleurs passée en stable en 18. En 17, elle n'était pas en stable. Et tout ça, ça mène vers une simplification. La partie standalone, pareil, on va dire le boilerplate pour faire une application Angular est devenu beaucoup plus simple. Je pense, Sylvain, quand tu as expérimenté aussi, maintenant, on voit qu'on peut faire une application rapidement avec 3-4 fichiers TS. C'est ça. On a C'est une ça, appli, c'est alors ça. qu'avant, on avait un ensemble de modules, il y avait toute une structure qui était lourde. Ah oui, la création des composants standalone et donc le fait de ne plus avoir besoin nécessairement des modules, c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident au premier abord du moins, ça enlève une notion qui était pas simple à appréhender. Et puis ils ont aussi ajouté des nouveaux templates de control flow, donc notamment pour faire tout ce qui va être if, switch, hide et compagnie au sein de vos pages, où là il y a vraiment une autre syntaxe qui est apparue. Alors je crois que c'est Angular 17 qui a fait apparaître ce nouveau template, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de voir un petit peu l'évolution d'Angular et puis les nouveautés des dernières versions, il y a eu une super conférence qui a eu lieu. Donc c'était Devox, si je dis pas de bêtises. Je crois que tu l'as vu aussi, Nicolas. Il y a Oui. eu une super conférence donc qui retrace un petit peu, alors succinctement, l'évolution d'Angular et qui montre maintenant les nouveautés, comment ils fonctionnent et à quel point en fait il a toujours ce défaut d'image alors que ça n'a plus rien à voir avec le framework qu'il était au tout début. Et Angular aussi a parlé d'un petit méta-framework qui manque, dont toi, Sylvain, je sais que on en a déjà parlé, expérimenté un peu la chose. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, j'avais suivi ça. C'est un meta framework qui s'appelle Analog.js, donc qui a été développé par Brandon Roberts, hein, qui est personne de l'équipe d'Angular. Hein, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour si vous êtes habitué développeur avec des bibliothèques comme Vue ou React, vous devez déjà avoir entendu parler de Nuxt, de Next, qui viennent donc c'est une surcouche quelque part de ces bibliothèques, ça vient créer un framework au-dessus. Alors, si vous ne connaissez pas la différence entre framework et bibliothèque, on tente de répondre à cette question dans l'épisode précédent, donc je vous y renvoie. Mais en tout cas, donc Analog.js, c'est comme pour Nuxt Next, un framework, un méta-framework qui vient s'ajouter par-dessus Angular et lui ajoute plusieurs fonctionnalités, donc le simplifie encore en intégrant des fonctions, par exemple pour le routing, ou le fait de pouvoir directement faire des routes API avec Angular. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, on commence à avoir une version qui est stable. La release, elle est sortie déjà maintenant il y a un peu plus de 2 mois. Et c'est quand même assez intéressant. Donc je vous invite à aller regarder voilà, sur le site Analog.js si ça vous intéresse. Moi, personnellement, je pense que c'est un projet à suivre, surtout pour les petits projets dans un premier temps, ou alors si vous venez d'un autre monde, par exemple du monde Next, je pense que ce sera plus simple de rentrer à travers ce Meta Framework. Et pour toi, la marche est moins haute en Exactement, il y a utilisant encore une Analog.js. simplification au-dessus qui au contraire peut peut-être un peu être étrange pour une personne qui a eu l'habitude de travailler plusieurs années sur Angular. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain, pour ces précisions. Je pense on a fait le tour un peu de la question. Surtout, n'oubliez pas de rester curieux, allez vérifier par vous-même, lisez, apprenez, et on vous dit à bientôt pour un nouveau podcast de Vitamine Dev. Salut!